Je m'appelle Guy Ouedraogo, je suis interne au service de génétique médicale et je travaille aussi dans le service de génétique moléculaire chez le professeur Isabelle Crevaux. Alors, je vous parle des applications thérapeutiques basées sur les ARN dans les maladies rares. Chez l'humain, l'information génétique est contenue dans l'ADN, ADN qui se réplique et se transmet d'une cellule à ses cellules filles au cours des divisions cellulaires. C'est seulement une petite partie de l'ADN, c'est-à-dire les gènes, qui vont être transcrits en ARN. Et parmi ces ARN, seule une petite fraction, celle qui code pour les protéines, donc va subir la traduction. Concernant l'expression des ARN servant à la synthèse des protéines, il s'exprime d'abord sous forme d'un transcrit primaire qu'on appelle ARN prémessager, qui va subir un phénomène de maturation appelé épissage pour donner un transcrit mature appelé ARN messager. L'épissage consiste à éliminer des séquences non codantes qu'on appelle introns pour mettre bout à bout les exons pour la fabrication des protéines. La connaissance de la régulation de ces mécanismes a donné lieu à des applications thérapeutiques. Celle qui a été bien médiatisée ces temps-ci concerne le vaccin ARN messager utilisé contre le COVID-19. Ceci est constitué de l'information génétique codant pour la protéine spike virale qui a été protégée et qui sert à être injectée dans les muscles pour que l'organisme humain fabrique la protéine virale. Cette application est rendue possible parce que le code génétique est universel, donc il n'y a pas de frontière entre espèces en termes de régulation de l'expression génique. Mais il faut garder à l'esprit que les ARN sont des molécules très fragiles et donc qui nécessitent beaucoup de précautions dans leur manipulation. Il y a eu des travaux préliminaires et un travail pionnier est celui de John Wolfe qui a été fait dans l'université de Wisconsin où ils ont montré depuis les années 90 qu'il était possible d'injecter directement des séquences d'ADN ou d'ARN, en fait, des acides nucléiques dans les muscles de souris pour obtenir une expression suffisante de la protéine codée. Depuis ce travail, il y a eu des années avant qu'on aboutisse à des traitements. Pourquoi? Parce qu'il a fallu résoudre un problème important, c'est-à-dire la vectorisation. Lorsqu'on travaille ou qu'on utilise de l'ADN ou de l'ARN pour faire un traitement, il est important de pouvoir contrôler au niveau spatial et même temporel l'expression ou l'activité de ces molécules dans l'organisme. Donc, on veut bien des outils qu'on puisse contrôler. Aujourd'hui, on est arrivé à optimiser un certain nombre d'outils, même si pour l'instant, il n'y a pas de vecteur parfait. On utilise quand même des vecteurs viraux, ce sont des adénovirus ou des lentivirus ou des rétrovirus, mais aussi des virus associés aux adénovirus, mais aussi des particules lipidiques qu'on appelle liposomes ou des molécules, des nanostructures lipidiques. Une autre technique peut être utilisée, mais in vitro, c'est l'électroporation. Parmi toutes les panoplies d'ARN qui existent dans les organismes, il y a certaines molécules qui ont donné lieu à des applications thérapeutiques. Donc, les ARN sont de familles très variées, mais seulement certaines ont fait leur entrée en thérapeutique. Alors, concernant l'ARN messager, le vaccin contre le COVID-19, ce n'est pas la première application, puisque des chercheurs de chez Moderna travaillaient déjà sur la possibilité d'utiliser l'information génique codant les néo-antigènes tumoraux pour induire une immunité antitumorale. Pour l'instant, dans les maladies rares, il n'y a pas d'application utilisant l'ARN messager. Cependant, on a d'autres molécules qui ont évolué beaucoup plus rapidement et je vous parle des aptamères.
De quoi s'agit-il? Ce sont des molécules d'ADN ou d'ARN simple brin qui sont capables d'adopter une conformation tridimensionnelle qui va leur permettre d'interagir avec des cibles spécifiques pour les empêcher d'agir. La première application utilisant des aptamères est survenue dans la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je rappelle que dans cette pathologie qui conduit à une cécité, il y a une forme dite humide qui est généralement tardive et qui est entretenue par une prolifération vasculaire sous-rétinienne qui est soutenue par un facteur de croissance qu'on appelle le VEGF pour facteur de croissance de l'endothélium vasculaire qui interagit avec des récepteurs membranaires pour soutenir la prolifération de l'endothélium vasculaire. En imaginant des aptamères capables de se lier spécifiquement au VEGF et d'empêcher son activité, on est abouti à un traitement qui s'appelle le Macugène ou Pagaptanib, qui a été utilisé donc, dans cette indication donc, DMLA, mais aussi dans la rétinopathie diabétique, avant d'être retiré pour absence d'études comparatives avec les autres thérapeutiques anti-VEGF comme le bevacizumab ou l'Avastin. Cependant, cette molécule n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle est rentrée en essai de phase dans la rétinopathie, dans l'angiomatose rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau. Donc, on peut espérer qu'il y ait une application dans cette maladie. Ce qui est intéressant avec les aptamères, c'est la possibilité d'avoir un antidote. Pourquoi un antidote serait utile? C'est pour pouvoir contrôler l'activité de la molécule et contribuer à sa sécurité, sans oublier qu'une antidote peut constituer en elle-même un traitement. Cela se base sur le fait que les ARN ou les molécules d'ADN, quand ils sont simples brins, on peut se baser sur le principe de l'appariement des bases pour synthétiser une molécule complémentaire qui va interagir avec la molécule cible et perturber son activité, l'empêcher de se lier à ces cibles. Une application intéressante donc de ce système est venue avec l'association pernivacogène plus anivamersen. Le pernivacogène, c'est un aptamère qui interagit spécifiquement avec le facteur 9 activé, facteur 9 qui intervient dans la cascade de coagulation, pour l'empêcher donc d'aboutir à la formation d'un caillot. L'antidote du pernicovagin est l'anivamersen, qui, lorsque il est en présence du pernicovagin, va l'empêcher d'interagir avec sa cible. Et cette combinaison thérapeutique a été utilisée dans le syndrome coronarien aigu en comparaison avec l'héparine, où on montre qu'avec du pernicovagin et 50% d'antidote, donc anivamersen, on obtient des effets comparables à l'héparine en termes de réduction du risque hémorragique post-interventionnel. Au-delà des aptamères, il y a d'autres molécules aussi intéressantes. Il s'agit des siRNA, c'est-à-dire pour des petits ARN interférents. Il s'agit de molécules double brin qui ont été découverts dans des organismes comme le petit ver Caenorhabditis elegans ou chez les plantes et qui sont des régulateurs de l'expression génique. On a trouvé que lorsqu'on injecte des siRNA à des humains ou d'autres mammifères, ils vont interagir avec un complexe protéique qu'on appelle le RISC, qui va aboutir à la libération d'un brin antisens qui va servir de guide pour se lier spécifiquement à des molécules cibles et les conduire à leur dégradation. L'application de ce système est venue avec l'amyloïdose héréditaire à transthyrétine,
Je rappelle que c'est une maladie à transmission autosomique dominante par mutation du gène de la préalbumine, donc la transthyrétine. Et les symptômes sont avant tout cardiaques et neurologiques. Et comment cela se passe, c'est que les mutations entraînent un repliement anormal de la protéine transthyrétine qui va se déposer, se précipiter et se déposer dans tous les tissus, d'où les symptômes. Et les symptômes cardiaques font la gravité de cette pathologie. Des chercheurs ont imaginé des siRNA qu'ils ont protégés par une particule lipidique qui, lorsqu'on injecte cela aux patients atteints d'amyloïdose, on est capable de réduire donc la charge sérique d'amyloïdes, oui, d'amyloïdes, et avoir une amélioration des symptômes chez les patients. Et en pratique, plus que la moitié des patients testés avaient une amélioration de leur score de gravité neurologique. Et depuis lors, l'onpatro, comme on l'appelle, donc c'est le patisiran, est utilisé depuis août 2018. Une autre molécule qui a donné des résultats intéressants, c'est le lumasiran ou Oxlumo. Alors, c'est dans la pathologie qu'on appelle hyperoxalurie primitive de type 1. C'est une pathologie qui affecte la voie métabolique de la glycine. Dans le foie, il y a une enzyme qui est exprimée qui s'appelle alanine glyoxylate aminotransférase, qui normalement utilise le substrat d'une autre enzyme, le glucolate oxydase, pour produire de la glycine. Chez les patients atteints de l'hyperoxalurie primitive de type 1, on a des mutations qui, lorsqu'ils surviennent de façon biallélique, vont invalider le gène AGT et l'empêcher donc de métaboliser son substrat, de synthétiser de la glycine. Et le substrat donc va s'accumuler dans tous les tissus et c'est au niveau rénal qu'on a les plus grands dommages avec des cristaux qui évoluent vers une insuffisance rénale sévère. En imaginant des siRNA qu'on appelle lumasiran, non pas pour activer, puisque ce n'est pas leur fonction, l'alanine glyoxylate transférase, on inhibe plutôt en amont les transcrits qui servent à la synthèse du glucolate oxydase et du coup, on n'a plus une alimentation en substrat de l'enzyme qui agit en aval et du coup, il n'y a plus de substrat oxalate qui va s'accumuler et plus de formation de cristaux et on diminue l'élimination urinaire de l'oxalate puisqu'il n'y en a plus. Et les patients ont un taux urinaire en oxalate aussi proche de la normale. D'autres molécules s'apparentent aux siRNA, on les appelle des saRNA parce que même si elles ont une structure similaire aux siRNA, elles ont une activité activatrice de l'expression des gènes. C'est-à-dire que, bon, on peut les utiliser, on pourrait les utiliser pour augmenter, amplifier l'expression génique, mais ce n'est pas encore entré en clinique. Il y a des molécules par ailleurs plus intéressantes comme les micro-ARN qui sont connues depuis longtemps dans des organismes eucaryotes, découverts chez les vers, les petits vers aussi, mais aussi chez les plantes. Et plus tard, on a trouvé que dans le génome humain, il y a des clusters de gènes qui expriment des micro-ARN, comme sur le chromosome 17, un cluster qui va exprimer des MIR21. J'en reparlerai plus tard. Ce qui est sûr, c'est que les micro-ARN exprimés vont être maturés en brins, en ARN simple brin, qui va servir, qui va interagir de façon spécifique avec des ARN messagers, soit pour empêcher leur traduction en protéines ou simplement les dégrader.
Les chercheurs ont imaginé des outils basés sur les micro-ARN pour contrôler leur activité, l'activité des micro-ARN endogènes. Et on trouve par exemple des molécules qui miment les micro-ARN, c'est-à-dire qui vont se comporter tout à fait comme les micro-ARN et amplifier l'activité d'un cluster de micro-ARN. Il y a d'autres molécules qui, à l'inverse de mimer l'activité du micro-ARN, les inhibent par complémentarité spécifique pour les empêcher d'interagir avec leur cible. Et dans ce cas, on lève l'inhibition qui s'exerçait sur les gènes. D'autres ont conçu ce qu'on appelle des éponges à mi-RNA. Ce sont des molécules qui ont une capacité d'absorption des micro-ARN, donc qui vont les tamponner et les empêcher d'atteindre leur cible. Et là aussi, on lève l'inhibition qui s'exerçait sur les gènes. D'autres ont conçu des molécules qui vont compétir de façon spécifique sur les sites de fixation des micro-ARN pour inhiber l'activité des micro-ARN. Les micro-ARN sont intéressants, mais ils sont complexes en termes de manipulation, puisqu'on a plusieurs micro-ARN qui peuvent cibler un seul gène, comme plusieurs gènes un seul gène qui peut être ciblé par plusieurs micro-ARN. D'autres l'ont appris, par exemple, en essayant d'utiliser des anti-MIR92, donc micro-ARN 92A, donc pour bloquer l'activité du MIR92. Les anti-MIR92 ont réussi donc à lever l'inhibition, ce qui exerçait sur une partie des gènes, mais pas tous, puisque les gènes qu'on voit en bas n'ont pas subi de régulation particulière. Ce qui rend donc les micro-ARN très difficiles d'utilisation en thérapeutique. Néanmoins, on a une application en cours d'évolution dans le syndrome d'Alport. Syndrome d'Alport, maladie rénale, néphropathie glomérulaire qui peut aussi toucher l'œil ou l'oreille, une surdité de perception ou bien des lésions oculaires, qui est due à des mutations des gènes de collagène de type 4, donc les chaînes alpha 3 à alpha 5. Et selon, bien sûr, le gène atteint, on peut avoir un mode de transmission lié à l'X ou bien autosomique dominante ou d'ailleurs récessive. Alors, il existe un modèle de souris reproduisant le syndrome d'Alport. Chez les souris invalidées pour le gène codant la collagénase de type 4 alpha 3, on a une perte de l'expression normale de MIR21. C'est-à-dire que MIR21 s'exprime normalement dans le rein, mais en majorité dans les tubules plus que dans le glomérule. Alors que quand on invalide le gène COL4A3, on obtient une expression du MIR21 dans tout le rein, mais sans distinction glomérule-tubule. Et cela s'accompagne, comme chez l'humain d'ailleurs, de la survenue de glomérulosclérose segmentaire et d'ailleurs focale, comme on peut le voir en bas ici. Et des chercheurs ont imaginé que si on bloquait l'activité du MIR21, on pourrait l'utiliser en thérapeutique et effectivement, chez la souris, en injectant des MIR21 vers la période postnatale précoce, on aboutit à une absence de formation de glomérulosclérose alors que les souris non invalidées ne produisent aucune pathologie. Cette molécule a été améliorée par la suite pour servir en essai de phase 2 chez l'humain dans le syndrome d'Alport. Autre molécule intéressante, les oligonucléotides antisens. De quoi s'agit-il? Ce sont des molécules d'ADN ou d'ARN qui sont monocaténaires et qui se lient sélectivement à des ARN messagers ou à des pré-ARN messagers pour perturber leurs fonctions. Ce sont des outils intéressants puisque leurs fonctions sont variées,
Ils peuvent, par exemple, activer le clivage de l'ARN par des enzymes qui les dégradent. Ils peuvent empêcher la stabilisation du transcrit en se liant à la queue poly A. Ils peuvent interagir avec la CAP et empêcher la traduction en protéines. Mais ce qui est très intéressant, ils peuvent moduler l'épissage des transcrits. Et cette technologie a été utilisée pour faire des épissages forcés qu'on appelle saut d'exon ou bien inclure forcément un exon qui n'était pas naturellement épicé. Application, c'est dans l'amyotrophie spinale infantile. Il s'agit d'une maladie autosomique récessive donc de l'enfant et qui aboutit à une faiblesse musculaire et avec atrophie. Les patients sont classés en type selon la gravité de la maladie. En termes de physiopathologie, on retient que dans cette maladie, en fait, chez l'humain, on a deux gènes appelés SMN1 et SMN2 qui codent à peu près une protéine qui est identique, sauf que les gènes diffèrent par quelques nucléotides. SMN1, c'est celui qui est le plus exprimé en conditions normales et qui produit un transcrit complet, alors que le gène SMN2 a une différence de nucléotides qui fait qu'il n'est pas beaucoup exprimé et il donne des transcrits qui sont généralement tronqués de l'exon 7 et très peu de transcrits complets. En pathologie, dans l'amyotrophie spinale, il y a des mutations, c'est généralement des délétions qui vont invalider toutes les copies donc, du gène SMN1. Donc, on n'a plus beaucoup de protéines. Et les chercheurs ont pensé qu'on pourrait utiliser le gène SMN2 pour compenser l'invalidation de SMN1. Par contre, comme je vous l'ai dit, SMN2 donne très peu de transcrits complets, puisque, comme on voit ici, l'épissage habituel de SMN2 aboutit à l'absence de l'exon 7 dans le transcrit, ce qui n'est pas le cas de SMN1. Et ça donne une protéine qui est instable, donc délétée d'un codon, d'un exon 7 et qui est instable. Et donc, on a conçu des oligonucléotides antisens qui vont bloquer le site qui permet l'épissage qui élimine l'exon 7 pour forcer l'inclusion de l'exon 7 dans le transcrit mature. Et ainsi, quand on utilise ce médicament qu'on appelle Spinraza, on obtient donc, on freine l'évolution de la pathologie si l'utilisation est précoce. Une autre application existe dans la dystrophie musculaire du Duchenne. Cette maladie musculaire qui est très sévère et qui touche avec prédilection les muscles qui peut toucher tous les muscles. Il y a dans cette pathologie plusieurs mutations qui touchent le gène de la dystrophine. Mais la plupart il y a une proportion importante de mutations qui concernent l'exon 50. C'est souvent des délétions de l'exon 50 du gène, ce qui entraîne la rupture du cadre de lecture dans l'ARN messager et ça aboutit à une protéine qui est tronquée, alors que le transcrit normal et tous les exons sont en phase et la protéine est normale. Les chercheurs ont remarqué que si on a une délétion de l'exon 50 et qu'on enlève l'exon 51, on rétablit le cadre de lecture et on obtient une protéine qui, certes, est tronquée donc de l'exon 51. Et de toute façon, l'exon 50 non plus n'existe pas, mais elle conserve une activité résiduelle suffisante pour diminuer les symptômes de la maladie.
Autre application, c'est dans la rétinopathie et la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire peut être due à des mutations survenant dans plusieurs gènes sous des modes différents, de transmission différents. Et l'un des gènes code pour l'ushérine 2A, donc USH2A, qui est une protéine qui agit sous une forme tridimensionnelle. Donc, c'est sa conformation tridimensionnelle qui permet à cette protéine d'agir. Il y a chez les patients ayant donc une mutation de l'ushérine 2A, notamment dans la mutation concernant l'exon 13, c'est très fréquent, une perturbation du repliement de la protéine qui n'est plus active. Et ils ont constaté que si, chez ces patients, on délète complètement l'exon 13, on obtient une protéine qui, même tronquée, reproduit une structure tridimensionnelle qui, elle, est active et peut améliorer l'évolution des patients. C'est ainsi qu'on a cette molécule appelée QR421A qui est en cours d'évaluation dans la rétinite pigmentaire avec uniquement délétion ou mutation dans l'exon 13 du gène ushérine 2A. D'autres médicaments sont déjà sur le marché et des candidats aussi sont en cours, mais je ne vais pas les détailler ici. Autre catégorie d'acides d'ARN utilisés actuellement en essai thérapeutique, ce sont des molécules d'ARN qui ont une activité catalytique en elles-mêmes comme des protéines qui peuvent être utilisées donc, pour obtenir des résultats bien spécifiques. Par exemple, on les a testés avec assez d'efficacité dans les maladies infectieuses dues au virus à ARN, puisque ces ribosymes-là sont capables de cliver des ARN. Et, par exemple, dans le VIH1, on peut exprimer des ribosymes dans les lymphocytes et les redonner à des patients atteints du VIH pour leur conférer une immunité résistante au VIH. Pour finir, je ne peux pas ne pas parler du CRISPR-Cas9. C'est un outil de thérapie génique, il faut le dire. On parle avant tout de thérapie génique, mais il faut savoir que cet outil utilise un ciblage qui est fait de molécules d'ARN, donc un système duel, c'est-à-dire qu'il y a un ARN cible et un ARN activateur qui guide une protéine qui est d'origine bactérienne pour aller inciser de façon spécifique une séquence génique, une séquence d'ADN cible en tout cas, pour permettre son remplacement par une autre séquence fonctionnelle. Cela a donné le prix Nobel, bien sûr, à Emmanuel Carpentier et Jennifer Doudna en 2020. Aujourd'hui, la technologie a évolué et on a la possibilité d'utiliser un ARN unique comme guide. Ça facilite beaucoup la manipulation de cet outil et on a déjà mis des traitements dans les maladies comme la bêta-thalassémie et la drépanocytose où on corrige la mutation génique dans ces pathologies sur les précurseurs hématopoïétiques donc de globules rouges pour permettre donc d'éviter les transfusions, la dépendance à la transfusion sanguine lorsqu'on redonne par autogreffe les cellules hématopoïétiques aux patients. Alors, en conclusion, les ARN ont donné des applications thérapeutiques validées et utilisées aujourd'hui pour soigner des patients, mais on ne peut pas occulter que ce sont des traitements qui coûtent cher pour l'instant et la rareté des patients, sachant que certaines molécules ne sont utilisables que encore dans une sous-catégorie de patients. Voilà, les coûts sont importants et il va falloir essayer de résoudre ces problèmes pour augmenter la possibilité de les utiliser au quotidien. Je vais finir donc en vous remerciant de votre attention
et aussi remercier tous les collaborateurs, que ce soit au service de génétique médicale, génétique moléculaire et tous les autres avec qui on collabore au quotidien.